En empruntant cette voie, l'Alberta a redéfini le débat énergétique national. La question n'est plus de savoir si Ottawa approuvera ou non les projets, mais plutôt s'il peut suivre le rythme imposé par l'Alberta. Une seule province a décroché l'un des plus gros accords d'infrastructure de l'histoire du pays, et elle l'a fait sans demander la permission. Ce changement dépasse largement le pétrole. C'est un véritable séisme politique. For some reason, the federal government isn't prepared to make the changes. I have to say, the Americans are still very interested in working with us. Ce qui fait passer cet accord de courageux à carrément révolutionnaire, c'est que l'Alberta n'avance pas seule. La province s'est alliée à la Saskatchewan et à l'Ontario dans le cadre d'un protocole d'entente officiel. Ensemble, ils bâtissent rien de moins qu'un corridor économique continental, pipeline, route minière, liaison ferroviaire et logistique transfrontalière tissée en un seul réseau intégré. La première ministre Danielle Smith l'a dit clairement. Il ne s'agit pas seulement de pétrole. Il est question de dominer le secteur de l'énergie. Le brut, le gaz naturel, la potasse, les minéraux rares et les exportations agricoles font tous partie du plan. Pour les États-Unis, cela veut dire un flux régulier de ressources sans tarifs douaniers. Pour l'Alberta, c'est la possibilité de contourner Ottawa complètement et de s'imposer comme un acteur de poids à l'échelle continentale. Alberta Premier Danielle Smith gathering with her counterparts from Ontario and Saskatchewan ahead of the First Minister's meeting in Ontario to sign a memorandum of understanding that includes committing to building pipelines across the western provinces. Et voici le coup de théâtre. L'accord garantit des exemptions tarifaires sur toute la ligne. Le pétrole, le gaz naturel, le bitume, le blé, le canola, le bœuf et l'orge traversent la frontière sans frais supplémentaires. Résultat, les exportations albertaines deviennent instantanément plus compétitives que tout ce qu'Ottawa a réussi à négocier. Pendant que le gouvernement fédéral s'empêtre encore dans ces débats, l'Alberta, elle, a livré du concret, un accès complet au marché américain. Le moment ne pouvait pas être mieux choisi. La demande américaine de pétrole dépasse sa production de 6,5 millions de barils par jour. Le brut de l'Alberta comble ce vide à la perfection. En traitant directement avec les raffineurs et les États partenaires américains, l'Alberta s'est assuré un rôle de fournisseur critique. Ce n'est plus juste une autre province expédiant son pétrole via les canaux fédéraux. C'est un partenaire influent, branché directement sur le réseau énergétique des États-Unis. Pendant ce temps, Ottawa a l'air mis sur la touche. Au lieu de diriger, il court après l'agenda. L'Alberta ne s'est pas arrêtée aux alliances économiques. Elle a aussi redéfini la manière de développer les projets énergétiques en donnant un vrai pouvoir aux partenaires autochtones. Cette fois, ce ne sont pas des ententes symboliques qu'on signe pour la photo. Les nations autochtones deviennent copropriétaires, avec des sièges au conseil, des droits de vote et un partage des revenus. Ça change tout. L'une des raisons principales pour lesquelles des projets comme Keystone XL et Northern Gateway ont échoué, c'est l'opposition autochtone qui s'est transformée en bataille juridique et en blocage de chantier. En rendant les nations autochtones actionnaires dès le départ, l'Alberta a transformé de potentiels obstacles en alliés. Résultat, une stabilité garantie et une protection contre les retards qui ont coulé les pipelines passés. To an incident, I believe, in Lindsay, Ontario, where a man is now facing criminal charges for defending himself from a home intruder. What are your thoughts on that situation? Well, if you don't want to get shot or beaten up, don't break into people's houses. Pretty straightforward. We had a similar incident in Alberta where somebody defended themselves and they determined that there was not a reasonable likelihood of conviction because we do expect that people are going to use a reasonable use of force to defend themselves and their families, and I support that. Il est scandaleux qu'un homme de Lindsay, en Ontario, soit accusé pour avoir défendu sa maison contre un intrus, comme le rapporte la CBC. Notre système de justice laxiste se soucie davantage des droits des criminels violents que de la sécurité des citoyens respectueux des lois. Ce système ne vous protège pas, il vous persécute. Si vous vous défendez contre un agresseur violent, vous risquez d'être inculpé pour avoir utilisé une force déraisonnable, comme cet homme
de Lindsay en Ontario. Pire encore, l'État vous désarme avec ses lois anti-armes à feu. Sa loi CC, le Parti populaire est le seul parti déterminé à rétablir le principe que chaque Canadien a un droit inhérent à la sécurité. Notre programme s'engage à clarifier les lois sur la légitime défense dans le Code criminel et à mettre en œuvre une robuste doctrine du château qui permet aux victimes d'utiliser la force jusqu'à la force mortelle pour se défendre contre un intrus violent. Nous choisissons de nous tenir aux côtés des victimes et non de leurs agresseurs. Êtes-vous avec nous? Pas un Français sur 1000 aujourd'hui qui est au courant de ce qui s'est passé en 1944. Parce que les Américains se fichaient du tiers comme du quart des Français. Ils étaient d'accord avec Pétain, ils étaient d'accord avec les Allemands avant le déclenchement de la guerre, parce que l'Allemagne protégeait en quelque sorte le risque d'une invasion de l'URSS, de l'Union soviétique à l'époque, et donc l'Allemagne nazie, ça leur convenait très très bien. Ils n'avaient pas du tout l'intention d'intervenir. Il n'y aurait pas eu Pearl Harbor, ils n'intervenaient pas en Europe, ils nous laissaient se débrouiller. Mais c'est parce qu'ils ont été attaqués par les Japonais qui commençaient à faire alliance avec les Allemands qu'ils ont décidé de s'impliquer. Alors, il faut savoir quelque chose pour les gens qui sont un peu plus jeunes que nous, ignorent qu'en 1944, l'armée américaine a tué en 4 mois 20 fois plus de civils que l'armée allemande en 4 ans. Voyez. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument passé sous silence par les journalistes, par tous ceux qui devraient avoir un devoir de mémoire, puisque on nous fait le coup avec la Shoah, le devoir de mémoire, mais là, il y a eu quand même, on va dire comment ça s'est passé, entre le 1er juin et le 30 septembre 1944, l'aviation américaine a tué plus de 70 000 civils en France. 90 000 handicapés. Ils ont détruit des villes entières et ils ont détruit 300 000 immeubles et maisons en 4 mois. Pourquoi ça? Parce que ils ne voulaient pas prendre le risque que des avions soient abattus par la DCA allemande qui était sur le littoral. Et donc, normalement, ils auraient dû envoyer des avions qui auraient volé à 500 mètres pour voir, parce qu'à l'époque, on n'avait pas tous les systèmes de satellites et tout ça, ça se faisait à vue, ils larguaient les bombes, et puis les bombes, elles tombaient toutes seules, il n'y avait pas de missiles, il n'y avait pas de téléguidage, il n'y avait rien de tout ça. Et donc, quand on voyait, on anticipait, à 500 mètres avant d'être au-dessus, hop, ils ouvraient les trappes et ils lâchaient les bombes. Et bien là, s'ils avaient fait ce truc-là, il y aurait eu très peu de civils de tués. Non, ils ont décidé d'être en dehors de la portée de la DCA allemande et ils ont largué les bombes à 6000 mètres d'altitude. Donc vous êtes dans les nuages, vous êtes dans des conditions, ils ne voyaient rien et ils rataient régulièrement la cible. Il fallait passer 3 fois, 4 fois pour arriver à toucher une DCA qui était dans un coin. Ils rasaient complètement la ville. Et je suis aussi d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il y a cette hypocrisie depuis le départ, qui est que on veut que l'Ukraine gagne. Bah, rentrons en guerre complètement. À ce moment-là, envoyons les troupes, rentrons en tant qu'Américains, en tant qu'Européens, allons jusqu'au bout. Mais là, on bascule dans un autre. Justement. Et on dit au revoir à la diplomatie. Mais dans le cas où on ne veut pas faire ça, ça veut dire que l'Ukraine ne peut pas gagner. L'Ukraine ne peut pas gagner tout seul. Donc si l'Ukraine ne peut pas gagner tout seul, réfléchissons à une sortie de crise, parce que sinon ça sert à rien. Tous les Ukrainiens sont en train de mourir. Il y en a qui sont partis, qui sont allés émigrer ailleurs et qui ne rentreront jamais. Il y en a qui, je sais pas combien, qui sont morts, des centaines de milliers. On va en envoyer encore combien au charbon? Donc il faut à un moment donné qu'on arrête cette hypocrisie, parce qu'il y a une hypocrisie, comme vous l'avez dit, depuis 3 ans et demi, peut-être même depuis 2014. Il faut régler cette hypocrisie. It is a famine. The Gaza famine. It is a famine that we could have prevented if we had been allowed. Yet food stacks up at borders because of systematic obstruction by Israel. Il faut parler de ce blocus. Parce que je suis persuadée que dans l'esprit de beaucoup de gens qui ont suivi ces images, ils sont persuadés qu'il y a encore aujourd'hui, alors qu'il est, un blocus humanitaire qui empêche
l'aide humanitaire et notamment l'aide alimentaire d'arriver à Gaza. Il se trouve, David, je l'ai dénoncé, vous l'avez rappelé, mais il se trouve que ce blocus n'a plus lieu d'être depuis déjà quelques jours et quelques semaines. It is a famine that hits the most vulnerable first, each with a name, each with a story, that strips people of dignity before it strips them of life. Alors, premièrement, il n'y avait aucun risque de famine à Gaza. Il n'y a pas de famine à Gaza. That forces a parent to choose which child to feed. That forces people to risk their lives to seek food. Depuis le début mai, il n'y a pas de famine à Gaza. Il y a aujourd'hui ce narratif bidon, faux, d'une famine dans la bande de Gaza. It is a famine that we repeatedly warned of, but that the international media has not been allowed in to cover, to bear witness. Ça suffit. Accuser Israël tous les jours. Publier des photos mensongères tous les jours. Lancer un doigt accusateur vers Israël au lieu d'accuser le responsable, le Hamas. C'est une campagne très bien organisée par le Hamas. It is a famine on all of our watch. Everyone owns this. The Gaza famine is the world's famine. It is a predictable and a preventable famine. A famine caused by cruelty, justified by revenge, enabled by indifference, and sustained by complicity. On parle de tonnes et de tonnes de vivres qui arrivent par camions entiers. Sur la famine, un certain nombre de gouvernements européens et le gouvernement français ont eu des mots extrêmement violents, y compris ces derniers jours, disent des mots extrêmement violents, c'est une honte, etc. Donc encouragent complètement, ne font pas le travail que vient de faire Caroline de décryptage du réel. Libération cette semaine, famine à Gaza. Mais c'est pas vrai. Il n'y a pas de famine à Gaza. Oui, on peut critiquer le gouvernement Netanyahou, oui, il se passe des choses certainement horribles. Mais excusez-moi, vous avez des vidéos en ce moment qui circulent sur la fameuse famine à Gaza. Vous avez un bar qui s'appelle Al Jaffa, qui distribue des glaces. Il est plus achalandé que certains bars de glace à Paris. Mais ça, personne n'en parle. It is a famine that asks, but what did you do? A famine that will and must haunt us all. Israel is still a democracy and you choose your own government, and this is the government that the people of Israel have chosen. You know, South Africa was also a democracy for its white citizens. Israel is a democracy for its Jewish citizens. There are 7 million Palestinians who live under the rule of Israel and have no rights, or at least partial rights. It's very problematic to define Israel as a democracy. Demain, ce dimanche, si vous m'écoutez en rediffusion, il est encore le temps de venir parce que c'est dimanche et c'est cet après-midi. Là, il y a quelque chose d'important. Ça s'appelle troisième manifestation pacifique. J'ai manqué la deuxième la semaine passée. Pour le respect de nos lieux patrimoniaux, dimanche le 24 août à 14h30 à la Basilique Notre-Dame. Assez, c'est assez pour le respect de notre patrimoine et de notre vivre ensemble. Rassemblons-nous pacifiquement. Alors, j'y serai dimanche 24 août à 14h30 pour une troisième manifestation pacifique. Alors, j'espère que vous serez là. Ah, Seigneur! ça m'a fait sourire. Et puis, ce qui m'a fait sourire aussi, mais qui est triste également en même temps, c'est la publication de Luc Côté. Parce que vous savez, là, le Parti québécois est rendu qui dit « Ah, mais là, il faut que tout le monde soit dans le oui, peu importe votre allégeance politique. » Mais tu sais, ils veulent pas des gens de droite comme nous, là. Eux autres, puis Jerry en a vraiment bien parlé avec Jeff Fillion. C'est du monde qui veulent un État plus puissant, qui veulent un État qui va encore plus décider pour nous, qui va encore plus jouer dans nos culottes, là. Ça, c'est mon interprétation. Le PQ, là, c'est pas un bon parti maintenant, là. Ça a été hijacké par du monde, de QS. C'est des Québec solidaires déguisés en bleu, là. Qui se mettent une cagoule bleue.
ils sont dangereux. C'est du monde anti-liberté. Il était d'accord, lui, avec la passe d'archipel, la passe archipel aux îles de la Madeleine. Puis il s'en calissait bien raide quand on y en parlait. À la radio, il avait dit, ils payeront le 30$ que ça coûte. Là, c'est un gars qui méprise la population, le genre de monde normal comme vous et moi. Puis non, vous êtes extraordinaire. Moi, je suis normal. Mais Luc, il a fait une belle publication, puis je veux vous la montrer, cette publication-là, parce que ça veut tout dire. Les Québécois sont invités à monter à bord de l'autobus de l'indépendance par le PQ. Après, ils se demandent pourquoi tout le monde répond non en voyant le bus. C'est un autobus pour la prison. Parce que l'image est très bonne. L'image, elle est excellente. C'est réellement ce qui se passerait avec un gouvernement péquiste. Imaginez le gouvernement péquiste à la tête d'un pays nommé Québec. Moi, je peux vous le dire, il est hors de question. Mais il est hors de question que non, je décalisse, là. Hey, non, on peut pas vivre avec eux autres. Non, mais attendez. Le genre de vidéo que tu ne verras jamais en France. Did you know that France dropped multiple nuclear bombs on Algeria between 1960 and 1966? Did you know at least one of those nuclear bombs was 4 times stronger than the bomb that the US dropped on Hiroshima? Did you also know that to this date, France hasn't apologized or cleaned up the nuclear fallout, and that people to this day, Algerian people to this day, are still facing consequences from France's nuclear bomb dropping? 17 nuclear tests on Algeria by France between 1960 and 1966. And France to this day has still not paid reparations or cleaned up the destruction that they caused on Algerian land. Et surtout, abonnez-vous. Speaker Corner FR. Bonjour à tous, Ben Garneau à l'appareil. Donc, semble-t-il que la France a testé 17 bombes atomiques en Algérie. Je n'y croyais pas. J'ai posé la question à Grok. Eh bien oui, la France a effectué 17 essais nucléaires en Algérie entre 1960 et 1966. Ces essais ont eu lieu dans le Sahara algérien, principalement sur ces sites-là. Il y en a 2. Ils se décomposent comme suit. 4 essais atmosphériques entre 1960 et 1961. 13 essais souterrains entre 1961 et 1966. Ces informations sont basées sur des sources historiques fiables, notamment des rapports déclassifiés et des publications spécialisées. Bon, voilà, incroyable mais vrai. Comme quoi, il y a des bonnes informations, des bonnes vidéos qui circulent sur TikTok et sur Twitter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit merci, portez-vous bien et à la prochaine.